And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. What's going on internationally? How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II. L'Espagne demande une plus grande solidarité européenne. Le ministre des Affaires étrangères espagnol parlait hier sur la télévision publique nationale. Il demande une réponse solidaire de tous les États membres de l'UE. C'est ce qu'il exigera. Il a aussi insisté sur le fait que Ceuta et Melilla ne sont pas simplement des frontières espagnoles, mais bien des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est pourquoi, selon lui, une réponse commune doit être faite. Il y a une menace qui plane à nouveau sur l'enclave espagnole de Ceuta, avec des appels qui se font alors à nouveau sur les réseaux sociaux, des appels à venir franchir la frontière. On a vu des images le 30 juillet dernier, plus de 70 000 personnes qui sont passées, 141 morts aussi, c'est ce que disent les ONG Maroc. Ça fait plusieurs années qu'on a renforcé les contrôles terrestres à nos frontières. D'abord, on les a maintenus depuis 2015 et tous les 6 mois, on renouvelle compte tenu de la menace terroriste qui pèse sur l'ensemble de l'Europe et de notre pays en particulier. Donc on a des contrôles. Ces dernières années, on les a significativement renforcés. On déploie des moyens importants pour faire des contrôles terrestres. Effectivement, on les a significativement renforcés dès hier et encore aujourd'hui pour arriver à un volume d'effectifs supplémentaires de 334, comme on a annoncé, comme à la demande du président de la République. Pour le ministre des Affaires étrangères espagnol, c'est la désinformation qui a été l'élément clé qui a déclenché cet afflux massif de migrants vers Ceuta. Les réactions à l'international auraient amplifié le phénomène selon lui. Il faut dire que les tensions ont été très fortes et rapides. C'est toute la droite européenne qui s'est liguée contre le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez. L'Italie, le Danemark et la Finlande ont même demandé à ce que l'Espagne quitte l'espace Schengen, alors même que Ceuta n'en fait pas partie. Donc voilà, j'espère enfin que l'Espagne va faire preuve de responsabilité, qu'il y aura la coopération du Maroc. On verra ce qui se passera demain, mais en tout cas, ça suffit en fait. Moi, ce que je vois de manière très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, le continent européen fait l'objet d'une submersion migratoire, qu'il est du devoir des dirigeants de l'Union européenne et en ce qui nous concerne, nous, responsables politiques français, il est de notre devoir de protéger les frontières de l'Union européenne et de la France. D'abord en retrait de son côté pour l'Union européenne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fini par féliciter hier l'Espagne et le Maroc pour cette gestion de la crise. Elle a aussi demandé une réponse unie, solidaire et commune, même si elle appelle à un renforcement des frontières. Et d'ailleurs déjà, pour éviter que des personnes puissent entrer à la nage à Ceuta, une barrière pneumatique de 500 mètres de long a déjà été installée. On a renforcé les contrôles terrestres à la frontière. Voilà. Et puis par ailleurs, on a mobilisé notre force frontière qui va se déployer également dans la profondeur. C'est-à-dire qu'on fait des contrôles dans la profondeur, c'est-à-dire au-delà de la zone frontalière, et notamment dans les trains ou sur les axes autoroutiers. Voilà, donc on va le maintenir autant qu'il le faudra. Voilà, autant qu'il le faudra. Sachant, je redis que c'est quand même une zone d'attention. Voilà, on en discute souvent autour du président de la République. Bien, alors là, on vient de voir ce qui a réussi à faire la une quelques jours sur nos médias mainstream, comme on dit maintenant, en bon français, en bon globish, qui a réussi à prendre très provisoirement la place au feu de forêt. C'est l'affaire de Ceuta et ses conséquences. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Et ensuite, nous allons enchaîner sur un contexte plus général qui va nous ramener aux vrais responsables et à l'espèce de convergence des luttes dans cet épisode-là. Mais les luttes de qui contre qui, ça va être ça le thème. D'accord. Cette convergence des luttes que nous révèle cet épisode dramatique. Il y a eu quand même quelques dizaines de morts. Oui,
Oui. c'est quand même pas rien, pour une espèce d'opération cousue de fil blanc. Et je te laisse nous expliquer pourquoi, comment. Voilà, alors c'est le cousu de fil blanc pour ceux qui veulent bien voir les fils, mais le problème c'est qu'il y en a qui veulent pas le voir, donc on n'en parle pas trop, et surtout effectivement dans les médias français. Alors bon, il y a dans cette affaire évidemment, il faut savoir évidemment que Ceuta est en Afrique du Nord, que c'est une possession espagnole résiduelle de l'ancienne colonie espagnole du Rif, et que jusqu'à récemment, le Maroc n'avait aucune revendication, le roi du Maroc n'avait aucune revendication réelle sur ce territoire, c'est-à-dire en quelque sorte, il reconnaissait le fait accompli colonial. Bon, ça c'était la situation au départ. Alors les relations entre l'Espagne et le Maroc ont connu des hauts et des bas, et là récemment évidemment ils ont connu un bas, en particulier parce que le Premier ministre espagnol Sanchez a conclu un accord avec l'Algérie pour, entre autres, la fourniture de gaz. L'Algérie, qui a une diplomatie très active au cours des derniers mois, et bien sûr, cela a provoqué le mécontentement du Maroc, l'ennemi traditionnel de l'Algérie. On ne va pas revenir en arrière dans toute l'histoire, mais enfin évidemment, le conflit du Sahara occidental est un des éléments fondamentaux de ce conflit, auquel évidemment s'ajoute aussi l'attitude radicalement différente d'Alger et de Rabat vis-à-vis de Tel Aviv. Donc voilà le contexte, disons, a priori de la tension à Ceuta, auquel on ajoute le deuxième élément, qui est le fait que l'Espagne de Sanchez, pour des raisons sur lesquels on peut débattre, est-ce que c'est de bonne foi ou pas, on doit toujours se poser la question en politique, mais finalement c'est secondaire. Le Premier ministre espagnol Sanchez a pris des positions relativement pro-palestiniennes, pas totalement radicales en dépit de ce qu'on a pu dire, mais néanmoins il a reconnu les faits tels qu'ils sont, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays européens, c'est-à-dire qu'on a une politique absolument sauvage et génocidaire de l'État d'Israël en Palestine et désormais aussi au Liban, et que, bien sûr, que d'un point de vue des dites valeurs européennes, qu'on n'a jamais réussi à définir d'ailleurs, c'est inacceptable. Alors il faut rappeler que récemment, Netanyahou avait dit que Sanchez paierait pour son courage, ou pour son refus de se soumettre au désir de Sa Majesté. Et donc, bien sûr, que ce qui se passe à Ceuta doit être replacé dans ce contexte, puisque on a vu quand même le comble, l'État colonial produit de la colonisation d'Israël, proclamait la nécessité de décoloniser Ceuta, ce qui est quand même un comble, hein, on n'arrête pas l'hypocrisie, et donc par le fait même, on voit bien que Tel Aviv est derrière Rabat. Ce qui ne surprend absolument pas quand on sait comment fonctionne la cour royale marocaine, quels sont les personnages qui jouent un grand rôle, en particulier Azoulay, et on sait évidemment donc que le Maroc est totalement soumis non seulement aux accords d'Abraham, mais c'est beaucoup plus ancien. On peut remonter au moins jusqu'en 1965 et même avant, mais en 1965, il faut se rappeler qu'à Casablanca, le roi du Maroc de l'époque, Hassan II, avait accueilli les chefs d'État arabes et leurs associés militaires dans la préparation de la politique arabe à l'égard de Tel Aviv. Et aujourd'hui, on sait, ça a été prouvé, documenté, etc., ça n'est pas du tout le hasard, que Hassan II avait ouvert ses portes aux agents du Mossad qui ont pu tranquillement enregistrer l'ensemble des discussions des experts arabes qui justement discutaient de ce qui allait se préparer. Et je rappelle que 2 ans plus tard, c'était la fameuse guerre de juin 67, la fameuse guerre des 6 jours. Donc la trahison, parce que c'est
c'est difficile d'appeler ça autrement, du Maroc, du roi du Maroc, Hassan II, et de son successeur Mohamed VI, est documentée et ancienne, donc rien de nouveau, ce qui provoque d'ailleurs périodiquement des manifestations au Maroc même, puisque les colons sionistes revenant en Maroc confisquent des terres et même injure suprême. La semaine dernière, on a vu la destruction d'une mosquée pour faire place nette à un lotissement qui devra appartenir à une compagnie israélienne. Donc voilà le décor, et on sait bien que ce qui se passe à Ceuta, c'est quelque chose qui a été planifié, on le voit bien, puisque la frontière a été ouverte par les autorités marocaines, et que même parmi les réfugiés qui sont allés à l'assaut de Ceuta, on a trouvé des agents des services secrets marocains. Donc aucune surprise, l'opération est une opération maroco-siono-trompienne visant l'Espagne. Alors elle a quand même une conséquence qui est importante, c'est qu'elle a démontré que l'Union européenne ne fonctionnait pas. On le savait déjà, mais c'est un épisode de plus, puisque au lieu d'être solidaire de l'Espagne, ce qui aurait été dans la logique des choses, on a vu que chaque État européen a fait sa partition. Ça, donc effectivement, oui, en particulier, ce qui est absolument grotesque, l'Italie a fermé ses frontières avec l'Espagne. Alors l'Italie n'a pas de frontière avec. Mélanie a même demandé que que l'espace Schengen soit limité, et que tout ce qui vient d'Espagne maintenant soit contrôlé aux frontières de l'Union européenne. Alors qu'on n'a qu'à regarder la carte pour savoir que Ceuta est en Afrique, et que c'est pas parce qu'on a pu rentrer à Ceuta qu'on se retrouve déjà sur le continent européen, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne. Et évidemment, il est évident que c'est pas les navires espagnols qui vont prendre les migrants qui sont entrés à Ceuta pour les transporter en Espagne, pour qu'éventuellement ensuite ils puissent se répandre dans toute l'Europe. Ça fait partie des fantasmes que Meloni utilise, mais qui évidemment démontre une chose, c'est que l'Union européenne n'existe pas en tant que communauté de valeurs, entre guillemets. Et d'autant moins que par mesure de rétorsion, Pedro Sanchez a établi un contrôle des passeports pour tous les ressortissants italiens aux frontières de l'Espagne. Évidemment, voilà. Alors, c'est la cacophonie totale. Alors, c'est sans doute une cacophonie qui réjouit beaucoup qui doit beaucoup réjouir Tel Aviv, qui réjouit Washington, qui depuis longtemps a comme ennemi extérieur, si je peux dire, la Russie, et intérieur l'Europe. Il faut quand même détruire l'économie européenne si on veut que l'économie américaine puisse plus ou moins perdurer. Donc évidemment, certains Européens. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais donc du coup, nous constatons encore, mais c'est pas nouveau, mais alors cette fois-ci, c'est clair que la dite solidarité européenne est à géométrie variable, et que la cacophonie, par contre, devient la règle. Donc on a d'un côté les populations européennes doivent subir le carcan de lois européennes de plus en plus contraignantes et désagréables pour le citoyen. Et de plus en plus incohérentes avec le droit subsidiaire Voilà, national. C'est ça, tout à fait. Mais en même temps, quand il s'agit de rapports entre États, là, tout d'un coup, les États prennent leur propre aise, si je peux dire, pour donner un coup de patte au voisin qui est censé être son partenaire. Donc voilà. Donc c'est aussi la conséquence de cette. Ça amène au deuxième sujet. Donc à commencer par commenter quand même le cas le plus grave, le plus lourd, qui a donné beaucoup de déclinaisons et qui a dû évoluer depuis. Il y a cette vidéo avec Alain Bauer il y a un mois. Oui. Donc, dans son arsenal, la Russie a tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Et comment on gagne une guerre? Je pense pas qu'elle la gagnera avec ça. Non. La démonstration, c'est justement qu'elle est en train de perdre cette guerre, et que pour la perdre le moins mal possible. Mais on verra dans quel état est l'armée russe, qui ça est un autre sujet. C'est le sujet. Oui, mais ce que je veux dire, si on se concentre d'abord sur l'arsenal russe, les missiles, les drones, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Pourquoi ça marche pas comme ça? Ça marche pas comme ça. Les missiles
C'est si vous avez une opération coordonnée, centralisée. Là, pour l'instant, c'est une opération désespérée. Désespérée. C'est une opération désespérée sur le thème « Je suis en train de perdre la guerre et je ne veux pas la perdre ». Pour la perdre le moins mal possible, parce que je suis en train de tout perdre. C'est la première fois que je vous entends dire ça, hein, Alain Bauer. Opération désespérée. Bah oui. Là, il est en train d'intégrer Vladimir Poutine qu'il est en train de perdre cette guerre. Oui, enfin, il veut la perdre la moins mal possible. Mélina, l'actualité en Ukraine, ce sont donc ces nouvelles frappes russes sur Kramatorsk. C'est une ville où vous vous êtes rendu plusieurs fois en reportage. Et ce qui vous interpelle aujourd'hui, c'est que 4 ans et demi après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, certains décident de fuir aujourd'hui Kramatorsk, qui est une ville sous cloche avec des filets anti-drones un peu partout, c'est ça? Absolument. Alors en fait, il y a des chiffres qui sont très parlants. C'est que par exemple, rien qu'hier, mercredi, Kramatorsk a été visé 31 fois par à la fois des drones FPV, mais aussi des bombes planantes. Alors quand j'y étais, les bombes planantes, il y en avait déjà, des drones FPV beaucoup moins. Ce sont les immeubles d'habitation qui sont touchés. Alors le gouverneur militaire de la région, il a ordonné l'évacuation de 525 enfants, chacun avec son ou ses représentants légaux. Ce qui a changé en 4 ans et demi, en fait, c'est la distance. Vous avez regardé cette carte, Kramatorsk est désormais à une vingtaine de kilomètres de la ligne de contact. C'était encore un arrière relatif quand moi j'y étais. Hein. C'est souvent une base dans laquelle on ne faisait pas forcément des reportages à Kramatorsk, mais on y était basé. Et puis ensuite, on évoluait dans le Donbass en se logeant à Kramatorsk. Aujourd'hui, les drones russes, ils frappent des voitures sur la route de Sloviansk à 25 km du front. Vous voyez aussi Druzhkivka, qui est une ville dans laquelle on stationnait beaucoup comme journaliste pendant des années, qui est à 16 km maintenant des premières positions russes. Druzhkivka, c'est là où est mort notre confrère Anthony Lalican, justement tué par une attaque de drones russes. Et aujourd'hui, je discutais ce matin avec Nikita, 27 ans, qui a toujours vécu à Kramatorsk, qui avec sa femme, eh bien, a été évacué en 2022. Ils sont partis à Lviv, ils n'y sont restés que 6 mois. Ils sont revenus à Kramatorsk parce que les gens qui habitent à Kramatorsk, ils sont très, 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 très liés à cette ville. Ils ont ouvert une pizzeria en 2024 et là, ils me disaient « Aujourd'hui, je cite, sera notre dernier jour d'ouverture. Nous prévoyons de partir ce mois-ci à cause de l'aggravation de la situation et le fait que la ville se dépeuple. Ils abandonnent tout simplement au bout de 4 ans. » Voilà pour la situation à Kramatorsk. Jean-Paul Paloméros, on le voit, l'Ukraine est aujourd'hui à la merci de ces frappes russes. Elle n'a aujourd'hui plus la capacité réelle d'intercepter les missiles balistiques tirés par son ennemi. Parce que je suis en train de tout perdre. C'est la première fois que je vous entends dire ça, hein, Alain Bauer. Opération désespérée. Bah oui. Là, il est en train d'intégrer Vladimir Poutine qu'il est en train de perdre cette guerre. Oui, enfin, il veut la perdre la moins mal possible. Parler. Alors, bref, je résume. Notre ami Bauer nous explique que tout ça, c'est des gestes désespérés de Poutine, puisqu'en fait, ça y est, l'Ukraine, donc l'Occident, la civilisation, ont vaincu les barbares totalitaires. Voilà, le jardin a vaincu la jungle. Voilà, le jardin a vaincu la jungle et tout va bien en ce moment. Alors, est-ce que tu peux nous donner un autre point de vue? Alors, la situation... Je complète juste ma question, tu pourras développer tous ces aspects après, je montrerai. C'est non seulement ça va pas trop fort pour les raisons qu'on a dites au sein de l'Union européenne, y compris entre les rapports entre les uns et les autres, Trump, Zelensky, Netanyahou, c'est compliqué, bien qu'ils soient alliés et même volontairement coalisés, comme on sait. Alors ça marche pas trop bien parce qu'il y a quand même, en dépit des changements de régime opérés dernièrement en Hongrie, en Pologne, etc., eh bien, ça coince toujours pas mal, que ce soit du côté en dépit même, et en Serbie, comme la visite assez médiocre qu'a effectuée dernièrement Zelensky l'a montré, il n'a pas été très bien reçu. Donc, dans tous ces pays-là, qui ont pourtant théoriquement le même ennemi, ça commence à ruer dans les brancards, commencer par la Pologne, évidemment, etc. Alors, si tu pouvais nous faire, nous examiner ces différents aspects. Alors, bon, déjà, la situation sur le front ukrainien, tu remarqueras qu'on n'en parle pratiquement pas, hein, parce que Si, ils nous en parlent quand ils vont détruire spectaculairement un entrepôt de Wildberries. Oui, c'est ça, mais là, je parle sur le front, sur la ligne de front. Sur la ligne de front, on n'en parle pas, évidemment, puisque les troupes russes sont dans les faubourgs de Kramatorsk. Donc, sans même parler du blocage maintenant complet de la flotte, des exportations et des importations. C'est-à-dire qu'en fait, ukrainiennes par la mer Noire, puisqu'Odessa, ça y est, c'est liquidé, et ils peuvent
peuvent plus rien exporter ou Oui, importer. voilà. dans ce pays-là. La seule voie d'accès de l'Ukraine au monde libre, n'est-ce Oui. pas, c'est la Pologne et la Hongrie. Alors je rappellerai quand même que la Ou Hongrie... via la Roumanie. Oui, enfin maintenant, aussi, oui, mais... pour arriver oui, encore, oui, à mais- contourner oui, mais- Odessa. Contourner Odessa, encore que les Russes ont aussi bombardé les ports Oui. ukrainiens sur le Danube à la frontière roumaine. Donc, de fait, ça gêne quand même beaucoup. Bon, la Hongrie était censée avoir basculé, n'est-ce pas, lors des dernières élections. Oui, aussi, oui. Sauf que le nouveau Premier ministre Magyar a pas l'air d'accélérer le basculement espéré de la Hongrie dans le camp anti-russe, puisqu'elle a maintenu les accords et les rapports avec la Russie, et que finalement, ce qu'on pourrait dire la raison d'État hongroise a pris sans doute quand même le dessus sur les envolées idéalistes de ceux qui ont voulu le placer au pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. La voie d'accès, bon, on le sait, la voie d'accès prioritaire, à la fois pour les armements et pour le commerce désormais de l'Ukraine, c'est la Pologne, puisque c'est par là que transite quand même le gros des communications continentales, puisqu'il n'y a plus de communication maritime possible. Or, justement, en Pologne, la situation est compliquée, puisque selon les derniers sondages, en Pologne, 52% des Polonais ne veulent plus qu'on accueille d'Ukrainiens en Pologne, ce qui est quand même manifestement un basculement de l'opinion. Alors il y a eu toutes sortes d'épisodes qui ont justifié cette évolution, des rappels historiques, des drames de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, etc. Sérieusement fâchés. Voilà, oui, c'est Autour sérieusement, de voilà, c'est la ça. Volhynie, C'est ça, tout à fait. Voilà. Et de tous les bandéristes et autres de sinistre mémoire qui ont été consacrés publiquement et voilà, en Ukraine. En grande pompe en Ukraine. Mais pas que, puisque même en Pologne, il y a des réfugiés ukrainiens qui agitent le drapeau bandériste. Alors, ça n'a pas plu du tout. Mais non, ça ne plaît pas évidemment aux gens qui ont quand même un minimum de mémoire historique, quand même. Bon. Oui. Donc tout ça mis ensemble, et puis les coûts du soutien à l'Ukraine, parce que je veux dire, les Polonais sont comme les autres, ils constatent qu'il y a la dégradation des services sociaux en Pologne qui est bien avancée, et pendant ce temps-là, le gouvernement continue à aider l'Ukraine. Enfin, il les aide aux dernières nouvelles quand même de moins en moins, puisque tu parlais des effets économiques. Oui. Il y a eu l'effet économique pour la production agricole polonaise, c'est ça, oui, qui a été plombée par les importations d'Ukraine. Voilà, tout à fait. Donc ils veulent que ça cesse aussi. Voilà, c'est ça. Donc le monde paysan, et à partir du monde paysan, beaucoup d'autres catégories sociales ont manifesté leur mécontentement. Donc la Pologne est en train de vaciller, la Hongrie n'est pas rentrée dans le rang, la Slovaquie n'est pas rentrée dans le rang, la Tchéquie est en train de vaciller, et même la Roumanie, on sent qu'elle est loin d'être très enthousiaste. À plusieurs reprises, elle a protesté contre différentes initiatives ukrainiennes. C'était pas plus tard qu'hier, je crois, je vais le montrer aussi, la Bulgarie, oui, alors la Bulgarie, qui a protesté parce que les drones qui... c'est plus des drones russes. C'est des drones ukrainiens. Et carrément, les Bulgares disent c'est clairement des drones ukrainiens qui sont venus... Ce qu'on n'aurait pas osé dire il y a encore 2-3 ans. Et qui sont venus en plus exploser chez nous. Ils ne sont pas simplement venus se promener pour regarder ce qui se passait. C'est ça, oui, parce que les dirigeants ukrainiens dans leur... je sais pas comment dire, dans leur bêtise, parce que veulent systématiquement punir les pays qui s'éloignent d'eux. Et ils ne se rendent pas compte, ou alors ils se rendent compte, je sais pas, que chaque action contre ces pays est totalement contre-productive de leur point de vue. Parce que c'est pas les drones ukrainiens qui explosent en Bulgarie qui vont convaincre les Bulgares de se remettre dans le camp ukrainien. Hein. Bon. Donc là, je pense quand même que, indépendamment des opinions, disons, qui dominent à Kiev, je pense qu'il y a aussi un sérieux problème de niveau intellectuel de ces dirigeants qui ne sont pas du tout en état de comprendre quel est le rapport de force réel. Moi-même, j'ai eu des discussions avec des Ukrainiens, enfin des pro-régime, à m'arracher les cheveux en me disant mais maintenant l'Ukraine est une puissance militaire, c'est elle qui va dicter l'avenir de l'Europe de l'Est. Quand on entend ça... Ça, on va dire peut-être c'est un petit peu
les radicaux, comme on dit. Oui, chez mais enfin, nous. Mais il y a aussi des faits quand même que tout le monde connaît en Ukraine. D'abord le fait que les moyens de pression, parce qu'ils en avaient les Ukrainiens sur leurs voisins, c'était de bloquer l'arrivée du gaz russe, puisqu'il y avait l'oléoduc, enfin le gazoduc qui passait, mais ils l'ont coincé, ils l'ont bloqué. Donc, mais ils ont tué la poule aux œufs d'or. Ils ont plus beaucoup. D'ailleurs, avec vive protestation, c'est une des origines des protestations des Hongrois, évidemment, et des Slovaques. Et des Slovaques. Donc, comme ils ont coupé quand même la branche sur laquelle ils étaient assis, et toutes les branches. Oui, exactement, voilà, c'est ça. Néanmoins, Poutine est désespéré, et apparemment, il est d'autant plus désespéré que maintenant, nous avons les deux ennemis, parce qu'ils ne s'aimaient pas trop, en dépit du fait de toutes les affaires et tous les amis communs qu'ils ont, c'est-à-dire Netanyahou et Zelensky, puisque dans le contexte de corruption dénoncée, y compris par les organismes qui sont payés, qui sont gérés par les Américains et la CIA, mais payés par les Européens, j'ai oublié le nom de ces organismes, oui, bien sûr. Ils ont eu instruction quand même de commencer à essayer de mettre de l'ordre pour nettoyer les écuries d'Augias du gouvernement Zelensky, là, de la junte, comme dit Zakharova, ça fait des dégâts, là, dernièrement, il y en a eu plusieurs qui ont été éjectés, dont celui qui est allé se réfugier en Israël. Ben voilà, c'est ça, tout le problème est là. Et donc, il y a Minditch, là, ils nous ont réexhumé Umerov, qui est quand même bien mouillé. Enfin, ça part de tous les côtés, parce que côté occidental, on voulait promouvoir là le fameux Fedorov, là, le gentil. Alors, il faudrait que tu expliques pourquoi Fedorov a donné lieu à des manifestations populaires, de réelles manifestations de soutien contre Syritsky. Ça a un rapport avec sans doute les raisons pour lesquelles le père Poutine est désespéré. Oui, alors justement, le Fedorov, alors il faut remettre évidemment le contexte Fedorov dans le contexte des résistances de plus en plus virulentes, voire des émeutes qui ont eu lieu à Lviv, donc dans la région la plus nationaliste d'Ukraine, contre ce qu'on appelle les TCK, c'est-à-dire les rabatteurs de l'armée ukrainienne. Donc il y a un mécontentement, on voit des scènes d'une violence inouïe, de ces rabatteurs d'une part, et de la résistance spontanée de la population contre... oui, parce qu'on envoie tous ces gens, soit des mecs assez vieux, soit des jeunes, à servir de chair à canon. Voilà, c'est ça. Simplement. Et donc, les Ukrainiens, visiblement, et même, je dirais, indépendamment de leurs orientations politiques, puisque c'est aussi bien le cas dans l'Ukraine centrale et orientale, qu'on peut, entre guillemets, accuser, avec des guillemets, d'être pro-russe, que dans l'Ukraine occidentale, qui n'est certainement pas pro-russe. Donc les Ukrainiens, dans leur totalité, commencent à en avoir assez de cette guerre qui n'en finit pas, et surtout d'être une chair à canon. Oui, d'autant que c'est de la chair à canon pour nous. Pour nous, voilà, les c'est ça. Évidemment, les Américains. Oui, derrière. Nous, on veut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Tandis que l'autre, Fedorov, lui, il avait une solution géniale. Et lui, il avait imaginé que la guerre des drones allait régler le problème, c'est-à-dire que la situation sur le front n'était pas si importante que ça. Ce qui était important, c'est de pouvoir atteindre le fond de la Russie. Alors, il a atteint effectivement. On en revient aux images spectaculaires d'entrepôts. Voilà. Et donc, évidemment, avec toujours la même pensée unique qu'on retrouve en Occident, qui a raté dans beaucoup de pays, qui est que en terrorisant la population d'un pays, on va la retourner contre son gouvernement. On vient de voir qu'en Iran, ça n'a pas marché. On a vu qu'en 2011, ça n'avait pas marché en Syrie. On voit que ça marche pas à Cuba. Mais on refait la même chose en Russie, en se disant... Pour les spectateurs, là, précisons que Wildberries, ceux qui sont bien informés le savent, c'est un genre d'Amazon aux États-Unis. Parce que c'est ça que bombarde, parce que c'est très spectaculaire. C'est pour faire Dixit Zelensky, et Dixit, évidemment, l'appareil militaro-industriel américain, et tous les 20 ans de guerre, c'est pour faire ressentir au peuple russe les duretés de la guerre. Sous-entendu, ça prouve que les Russes, pour eux, c'est, contrairement aux Ukrainiens, c'est loin tout ça, et ils le vivent, je dirais, volontairement, puisque le soutien à Poutine et à l'armée russe est massif. D'autant plus qu'il faut quand même dire que l'armée russe qui combat sur le front, c'est
une armée de volontaires. Les conscrits ne sont pas envoyés sur le front, à la différence de l'Ukraine. Donc, ces volontaires sont évidemment des volontaires payés, qui font ça comme un job, si je peux dire, mais qui sont des volontaires. C'est pas le russe, le conscrit moyen, fait son service militaire loin du front, en général. Et surtout pas le mec qu'on est allé choper chez lui, Voilà. à grand coup de poing, un coup de pied, Voilà. et embarqué dans une camionnette mystérieuse ça. pour aller C'est ça. servir de cible aux bombes planantes russes sur le front. C'est ça. Et donc, du coup, effectivement, la situation de la population russe n'est pas du tout la même que la situation de la population ukrainienne. Et évidemment, si on ajoute à ça, quand même, le fait que les Russes, on peut penser ce qu'on veut de Poutine et de son gouvernement, mais enfin, quand même, Poutine a reconstruit l'État russe après une période catastrophique. Et ça, les Russes l'ont en mémoire, parce que c'est très récent, et ils ne souhaitent pas du tout l'effondrement de leur État. D'autant plus que la période où cet État était effondré, c'est-à-dire les années 90, c'était visible que cet effondrement était organisé et planifié par les ambassades occidentales et en particulier par l'ambassade des États-Unis. Donc évidemment, la population russe qui a pu croire au début des années 90 qu'on allait rejoindre l'Europe, voire qu'on allait rejoindre l'OTAN, qu'on allait rejoindre le bien-être occidental. Mais la population russe, y compris Poutine lui-même. Oui, oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ils en sont revenus. Hein. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide, on peut supposer qu'il n'est plus question de cela à l'avenir. Donc la population. Oui. Alors pour en revenir à Fedorov, donc Fedorov, en gros, c'est le gentil qui va nous remplacer la guerre moderne électronique, voilà, où il n'y a pas de mort. Voilà, c'est ça. Ça se fait sur Internet. Enfin, il y a des morts du côté russe, mais pas du côté. Il y a Voilà. pas de morts du côté russe. Ils ont un peu de mal à les montrer, puisque en réalité c'est là aussi de la prédiction autoréalisatrice. Oui, mais de toute façon. Mais de tel que vécu, indépendamment, y compris par ceux qui y croient, c'est-à-dire, disons une partie de la population. Une grande partie de la population, du moins en Ukraine occidentale, qui donc soutient évidemment une armée jeune, moderne, à la Fedorov, c'est-à-dire où les enfants et on n'y va plus au front. C'est nos géniaux concepteurs de drones qui ne conçoivent d'ailleurs rien du tout. Tout ça est importé de Chine d'ailleurs pour la plus grande partie, importé par les Européens qui ensuite refont là-bas. Et donc la preuve, c'était, voyons, on fait mal aux Russes et ça marche, puisque voilà, vous avez des entrepôts qui brûlent, des raffineries qui sont réparées le surlendemain, mais c'est pas grave. Tandis que les Russes, eux, ils vont carrément nous bombarder, nous couler tous nos navires et bloquer le port d'Odessa. Donc et pas que, puisque ils ont même réussi à bombarder la plupart des stations d'essence à l'est du Dniepr, ce qui fait que on peut plus prendre sa voiture parce qu'on n'a plus d'essence entre Kiev et Kharkov, par exemple. Donc le résultat de la fameuse de l'ultimatum de 40 jours qui s'appuyait sur justement cette stratégie de Fedorov est un échec, mais néanmoins, ils sont pas contents qu'on ait remplacé Syriski, qui était connu quand même pour être le boucher par excellence, et donc ça n'explique pas pour autant la poursuite, l'approfondissement des scandales de corruption qui continuent de se multiplier. De toute façon, le gouvernement ukrainien, c'est une espèce de coalition, appelons ça comme ça, entre oligarques mafieux et semi-mafieux et bandéristes néo-nazis. Voilà. Et alors, il y a même, comment il s'appelle, le principal adversaire politique dans l'hypothèse d'élections qui ne se tiennent pas du tout, qui continuent de ne pas avoir lieu. Donc Zalouzny, l'ancien chef d'état-major, chef de guerre, qui est donc actuellement ambassadeur à Londres. Et représentant des intérêts britanniques pour l'Ukraine. Représentant des intérêts britanniques pour l'Ukraine. Alors lui a expliqué tout dernièrement qu'ils n'entreraient jamais dans l'OTAN, que de toute façon l'OTAN c'était de la connerie, qu'on avait utilisé tout ce qu'on pouvait en espérer. De l'OTAN, que leur stratégie
étaient nuls et que leurs armements et leurs équipements avaient 10 ans de retard sur ceux des Russes. Ce qu'on avait pu constater On d'ailleurs. savait déjà depuis un moment, à part évidemment notre exception journalistico-médiatique française et politique, mais que même Zalouzny lui-même a fait une déclaration manifestement à visée électorale, ou en tout cas politique, pour être le camp plausible pour remplacer Zelensky. Alors Zelensky, de son côté, lui, n'est pas du tout désespéré, contrairement à Poutine. Je rappelle que Poutine est totalement désespéré, ce qui explique ce qu'il fait. C'est une opération désespérée. Désespéré. On savait qu'il était fou, méchant, bien sûr, et fou. Ce qui expliquait ce que font les Russes, parce que c'est quand même toute la population russe qui est derrière Poutine dans toutes ces affaires, ce qu'on oublie un peu d'observer. Mais là, alors donc, est-ce que le fait que Zelensky, lui, n'est pas du tout désespéré, explique qu'il est allé accentuer, qu'il s'est rapproché de nouveau encore plus clairement de celui qui est son concurrent en manière de subside américaine. Oui, ça c'est Israël. Parce sont, la convergence des luttes, c'est avant tout Zelensky, Netanyahou comme clientèle pointe avancée et pointe avancée de l'impérialisme américain. Donc, mais ils sont en compétition parce que oui, c'est ça, c'est la concurrence de deux chevaux. Voilà, les Américains se sont aperçus dernièrement. Enfin, Trump a annoncé tout dernièrement, il s'est fâché, y compris contre Exet, son ministre de la guerre. Oui. Ex-ministre de la Défense devenu ministre de la Guerre, à sa propre demande, qui a fini par être obligé de reconnaître que ce qu'il lui avait raconté à Trump, comme quoi ils avaient toutes les armes nécessaires et les punitions pour rayer l'Iran de la carte, eh ben non, malheureusement, c'est pas vrai. Et même, il y en a même tellement peu qu'ils ont, que le peu qu'ils ont, ils sont obligés de le mobiliser pour l'autre client principal, avec le même ennemi, qui est Israël. Oui, le même ennemi, on aura compris que c'est la Russie, la Chine et l'Iran. Derrière tout ça, derrière la Russie. Alors maintenant, l'Iran est évidemment malheureusement pour lui en première ligne. Et Zelensky s'est empressé de faire du zèle. Oui, avec le fameux bateau. Excusez-moi de parler de ça. Et des conséquences que ça a eu. C'est-à-dire qu'il a été obligé d'aller s'excuser. Ah oui, non, mais c'était même grotesque, puisque un jour, on bombarde un navire iranien de commerce dans la mer Caspienne. L'Iran annonce qu'il va évidemment répondre. Et dans la foulée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères téléphone au ministre iranien pour s'excuser et dire que c'était une erreur. Oui, voilà. Alors bon, je peux supposer que Zelensky, en prenant cette décision, a pensé qu'il allait se faire bien voir de tonton Trump. Mais tonton Trump avait d'autres intérêts et puis surtout, celle-là a été remarquée, mais ça fait un moment que Zelensky encourage, évidemment, il le fait si bien, je veux dire, encourage son concurrent. Oui. C'est pas son adversaire, mais c'est son concurrent. Oui, c'est ça, bien sûr. En termes de subsides américaines, d'armes, de missiles, etc. Et il lui avait même proposé, ainsi qu'aux pays du Golfe, oui, tout à fait. Son expertise. Son expertise, de leur envoyer des drones et des experts en drones pour combattre l'Iran. Et de la même manière qu'il avait félicité lors des premières attaques au mois de février contre l'Iran, il avait encouragé évidemment Trump et Netanyahou, son ami ennemi. Donc c'est son ennemi fondamentalement. Oui, mais ce sont des alliés, mais avec des contradictions. Mais voilà, parce que tout ça pour des raisons de thunes, d'armement et de fric. Soit ils vont sur le front ukrainien, soit il arrive sur le front israélien. Ils se partagent le même marché avec un fournisseur qui commence à être exemple. Voilà, il y a un problème de pénurie là. Voilà, donc ça c'est le grand problème. Alors évidemment, en même temps, il y a toutes sortes de combines, parce que, on l'a dit, Mindich qui s'est réfugié en Israël et beaucoup d'autres oligarques ukrainiens qui font la navette entre Tel Aviv et Kiev. Donc il y a toutes sortes d'intérêts, de magouilles entre les deux territoires. Ce qu'on dit aussi peu, c'est qu'une grande partie des meilleures terres noires en Ukraine ont déjà été vendues à des intérêts israéliens. C'est une façon, évidemment, d'essayer de... C'est ennuyeux si les Russes finissent
finissent par les récupérer. Ah ben voilà. Ils en ont d'ailleurs récupéré une bonne partie. Déjà, oui, voilà. Donc ça, effectivement. Y compris les fameuses terres rares, non seulement la terre noire, très propice à la culture des céréales, entre autres, mais aussi les terres rares, dont une bonne partie sont déjà dans la zone dite Novorossia, récupérée par l'armée russe. Tout à fait. Mais j'imagine que Zelensky compte sur le fait qu'il a donné des terres aux Israéliens pour que les Israéliens aient intérêt à défendre l'Ukraine. Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, de leur côté, ils ne sont pas trop manifestés de ce côté. Mais ils ont d'autres chats à fouetter. Exactement. Voilà. Et merde-toi. Voilà, c'est ça. Chacun sa merde. Voilà, exactement. Bon, mais donc évidemment, tout ce que Zelensky peut proposer à Israël, il le fait. Et Israël d'ailleurs ne semble pas très, mais c'est pas du tout étonnant, ne sommes pas troublés par le fait qu'il y a des anciens nazis ou des néo-nazis antisémites dans les allées du pouvoir en Ukraine, mais ça n'est pas étonnant en soi si on connaît les origines du sionisme. Oui, d'ailleurs, même en Israël, indépendamment de Netanyahou, les avis sont très partagés, parce qu'il y a quand même beaucoup de juifs originaires d'Ukraine et qui auraient tendance à être plutôt pro-russes. Ah oui, ça c'est l'autre aspect. Oui, bien sûr. Complique pas mal les choses pour Netanyahou. Oui, alors si on descend, si je peux dire, au niveau de la population, les choses sont un peu il faut rappeler que Zelensky lui-même, sa langue maternelle, c'est le russe. Oui. Oh, de toute façon, il est devenu l'otage des nationalistes ukrainiens d'une certaine façon, mais c'était pas sa famille d'origine. Il a commencé comme comment dire, acteur, faisant la satire de l'Ukraine et du nationalisme ukrainien. Et la réalité va dépasser la fiction. Oui, aujourd'hui. C'est ce qu'il fait maintenant avec un grand talent de comédien, en tout cas apprécié par le public occidental. Du moins, peut-être pas par tout le monde, mais une bonne partie. Mais le numéro commence un peu à s'user, apparemment. Donc, et même s'il n'est pas désespéré, contrairement encore une fois. Tout au moins, il l'apparaît. Enfin, on parle beaucoup quand même il est quand même actuellement sur la corde raide. Oui, mais enfin, on parle beaucoup. Alors, évidemment, c'est des rumeurs et la question de savoir si c'est vrai ou faux est secondaire. L'essentiel, c'est que ces rumeurs sont révélatrices de quelque chose, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est tout le temps sous cocaïne. Oui, mais ça, c'est depuis le début. Voilà. Mais les Ukrainiens le savaient, lui. Oui, voilà, c'est pas... Souviens-toi, comment il s'appelle, Arestovitch, qui intervenait en disant, oui, il faut lui pardonner, il est sous pression, donc il doit prendre des bonnes substances. Il y avait des trucs... Oui, c'est vrai, tout à fait. Non, aujourd'hui, c'est pas trop ce côté-là qui... oui, mais enfin, ça donne une bonne humeur. Oui, voilà. Ça explique sa voix un peu rauque, etc. Voilà. Mais le problème, surtout, qu'il a, c'est que il a lassé quand même une bonne partie de ses sponsors. Oui, à force de promettre et de ne pas tenir. Et surtout, les résultats sont pas époustouflants. Non. Et donc, d'où Zalouzny, là, qui se pousse du pied, le Fedorov, qui était surtout un concurrent potentiel, parce que lui, il incarnait les valeurs à la Macron, occidentale, la modernité, les drones, l'intelligence artificielle va vaincre les rustres moudjiks russes débiles et alcooliques, asiates, eurasiens. Donc la barbarie totalitaire va être vaincue par la créativité, l'ingéniosité, la modernité de la civilisation européenne. Ça, c'était Fedorov. Alors, il s'est débarrassé du coup des deux. Il a mis un autre boucher à la place. Qui alors lui, pour le coup, est réellement de la famille nazie. Voilà, c'est ça que alors là, pour le coup, il a jamais camouflé son langage cru, mais pour le plus cru possible, qui est ouvertement raciste. Il n'est même pas néo-nazi, lui c'est archéo-nazi. Tout à fait, voilà. C'est la lignée archéo-nazi. Voilà, lui, il n'a, dans un langage primitif militaire, on sent bien que en 1944, il aurait été parfaitement à l'aise dans la SS Galicia. Oui, avec les judéo-bolcheviks en face de lui. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est les orques russes. Voilà, c'est ça. Ça ne choque personne, mais c'est le langage qu'ils utilisent régulièrement pour parler des Russes. Mais on le donne rarement dans nos médias.
Si, quand même, parfois. Mais, parfois, mais... Parce que ça ne choque même plus. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas... Oui, enfin, ils n'ont pas dû voir Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. Oui, voilà, oui. Alors donc, c'est les orques et Poutine, c'est l'espèce, je sais pas quoi, le Mordor, là, l'espèce de truc. Mais on dit ça en plaisantant, c'est pris au premier degré. Ah non, mais eux, ils y croient, ça. Et des mecs comme celui-là jouent là-dessus. Ah non, mais ils jouent là-dessus et ils y croient. Le public occidental, apparemment, n'a pas l'air d'être d'y prêter attention. Mais peut-être que ça va venir. Oui, mais on nous a tellement habitués au fait que l'Ukraine était par principe démocratique et civilisée. C'est les gentils. Voilà. Oui, puisqu'en face, il y a les méchants. Voilà, c'est ça. Ils sont gentils. De la même façon, d'ailleurs, que vis-à-vis d'Israël, on est encore en train de parler. Oui, alors, ça s'est effrité. Israël, ça devient difficile. Ça devient difficile, mais enfin, ça reste quand même la seule démocratie du Moyen-Orient pour certains. Ils en parlent de moins en moins. Oui, de moins en moins, c'est vrai. Bon. Alors, c'est là où je voulais en venir. Dans cette convergence des luttes, ça se complique pour Zelensky, ça se complique aussi pour les sionistes. Donc peut-être que cette convergence des luttes, comme je l'ai souvent répété, ça fait hurler certains qui ne s'en rendent pas compte, en particulier à gauche, voire à l'extrême gauche. C'est Netanyahou, Zelensky, Trump, même combat. Non, mais parce que on voit des groupes, mais aussi des personnalités se déclarer à la fois solidaires des Palestiniens et solidaire des Ukrainiens. Ah oui, mais et en France, c'est assez général à la quasi-totalité. Oui, c'est ça. Alors que la extrémiste compris. C'est-à-dire que LFI n'est pas surpris de se retrouver aux côtés finalement du Rassemblement national pour dénoncer les immondes russes totalitaires communistes évidemment. Communistes maintenant dans la version américaine c'est très très large puisque même on a dit que Mamdani est communiste. Toutes sortes de gens sont communistes, mais de toute façon Trump dernièrement a expliqué que la vraie menace, enfin il y a beaucoup de menaces. Il en faut chez nous aussi, mais il a fini par nous expliquer que c'était pas les Russes, c'est les communistes. Parce qu'il a expliqué que c'est une menace aux États-Unis, la menace intérieure. Oui, c'est ça. C'est le communisme. Voilà, c'est ça. Ben, on revient là pour le coup, McCarthy se réveille. Voilà. Mais voilà, c'est tout à fait. The president wasn't just there to lie about healthcare, he was there to warn us about a terrible danger. The radical left is actively trying to destroy our children's future with the disaster known as communism. Oh no! Quick! Hide the means of production! Don't tell me it's communism! Communism is the single greatest threat to our country and its history, including even World War I and World War II, Pearl Harbor, 9/11. I think it's the greatest threat that I've ever seen to our country. That's right. That's right. Communism is the greatest threat to our country, even more than the looming threat of World War I. That is what the president believes, although I think someone else might disagree with him. The threat that we have, the biggest threat is nuclear war. I think that the border is the biggest threat to this country. Our biggest threat remains the sick, sinister, and evil people from within our country. The weaponization of law enforcement is the greatest threat. Our biggest threat to democracy is stupid people. With that last one. Alors donc pour en revenir à cette espèce de convergence Netanyahou, Zelensky, Trump, entre autres, il faut expliquer aux gens que, y compris à ceux qui se disent antisionistes, qui sont en fait antisémites, il y en a pas mal, surtout à droite évidemment, en réalité c'est bien les Américains qui tirent les ficelles de Netanyahou et non pas l'inverse, contrairement à ce qu'ils s'imaginent. Et depuis toujours. Mais évidemment ça fait un bouc émissaire commode, mais en ce moment il est quand même nécessaire et encombrant, c'est ça qui gêne beaucoup les Américains. Le problème, c'est que ils ont Netanyahou, il va bien falloir trouver... Oui, enfin, si on regarde les déclarations des politiciens israéliens d'opposition, enfin de l'opposition sérieuse et qui risque de prendre le pouvoir si jamais Netanyahou tombe, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est exactement la même orientation sur Gaza, sur le Liban, sur la Syrie. Ils ont exactement
à 3 virgules près le même discours. Oui, mais la différence avec notre exception culturelle, politico, médiatico, tout ce qu'on voudra française, c'est qu'aux États-Unis, ça commence à savoir. Et ça commence à tourner au vinaigre, sérieusement. Mais parce qu'aux États-Unis, on a quand même y compris pour les PAC, le plus puissant lobby politico-financier au monde, et aux États-Unis, qui sert essentiellement, et qui s'est livré à des contorsions assez ridicules, notamment lors des dernières primaires démocrates, là, dans le Michigan, où, je montrerai les vidéos à ce sujet après, pour que les gens se rendent compte les Français sont tellement bien informés par notre exception culturelle journalistique qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe dans le reste du monde, y compris aux États-Unis. Chez eux même, c'est problématique. Donc, c'est pas étonnant qu'ils nous charrient ce genre d'ineptie. Alors, sur ce côté-là, donc, quand même une position de plus en plus inconfortable, aussi bien de Zelensky que de Netanyahou. La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que ça peut donner dans la perspective donc d'un Poutine désespéré, mais qui néanmoins tient bien la route de la vie générale, y compris des services américains qui sont qu'il faut pas sous-estimer, qui savent très bien ce qui se passe, qui voudraient faire durer cette guerre le plus longtemps possible pour d'évidentes raisons, mais qui sont empêtrés avec l'Iran aujourd'hui, qui savent pas trop s'en sortir et qui du coup sont obligés et ça c'était, je crois, assez finement et conjecturé par les Russes qui avaient vu ça sur le long terme. Donc ça risque d'aboutir malgré tout à une victoire militaire de plus en plus ample et de plus en plus manifeste. En même temps, un échec complet du clan sionisto-impérialiste sur l'Iran et le Golfe. C'est clair. Donc, à ton avis, qu'est-ce que ça peut nous donner aussi d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté de l'hémisphère occidental et du côté de ceux qui sont en face d'eux? C'est tout le problème, il est là, c'est que nos dirigeants éclairés, entre guillemets, ne peuvent pas se permettre de perdre la face. Et en même temps, ils n'ont plus beaucoup de réserves, ni militaires, ni économiques, parce que la guerre et le détroit d'Ormuz va amener incontestablement une crise financière et économique qui monte, mais dont on ne perçoit pas encore l'ampleur. Et donc, si on prend en conséquence tout ça, les pays occidentaux, les puissances occidentales, donc les États-Unis, mais aussi les dites puissances européennes, sont dans une impasse. Et quelque part, on peut simplement penser que l'intérêt bien compris de la Russie, de l'Iran ou de la Chine est de ne pas exciter la bête blessée qui est en Occident pour l'amener de la même façon que quand on a un malade en crise de folie aiguë, on doit d'abord le calmer avant de pouvoir penser à un traitement. Eh bien, d'une certaine façon, les Occidentaux ne peuvent pas échapper à la défaite et à l'échec économique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Alors, évidemment, dans un monde où il n'y aurait pas eu de bombe atomique, donc dans la recette classique du capitalisme jusqu'en 1945, l'idéal, c'est évidemment de faire une guerre totale. Mais le problème d'une guerre totale aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a les armes atomiques. Et ça, c'est évidemment le problème. Lancer une bombe atomique sur Moscou, ça risque de faire mal à Washington ou à Londres. Et que même dans le cas d'une guerre, disons, conventionnelle, ils viennent de s'en et en plus, ils sont maintenant en position d'infériorité. Voilà, tout à fait. Aux Russes et aux Chinois. Oui, bien sûr, et aux Iraniens,
qui ont Et quand même les Iraniens. Voilà, qui ont quand même réussi à marquer des coups. Sans même parler des Houthis, qu'ils ont Oui, été oui, déjà oui. une première fois incapables de maîtriser. de Oui, les bien sûr, maîtriser bien sûr. et qui se réveillent. Voilà, tout à fait. Et qui en plus occupe des positions stratégiques pour le commerce international, puisqu'on a Hormuz, mais on a aussi le Bab el-Mandeb. Donc avec ça, tout est bloqué. Donc on a effectivement une situation qui n'est pas désespérée. Nous, contrairement aux Russes, on n'est pas du tout désespérés. Non, on n'est pas désespérés, Mais à condition de ne pas voir le scénario qui se développe. La situation est grave, mais pas désespérée. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, donc? Justement, moi, je ne sais pas. Je me dis que si on avait affaire à des dirigeants, disons, d'une certaine compétence, ce qui n'est pas le cas, soyons honnêtes, on aurait une tentative de trouver un modus vivendi avec la Russie pour, disons, faire baisser la pression, arriver à rétablir des contacts et à rétablir surtout des contacts économiques. C'est ça, puisque fondamentalement, l'Europe occidentale a besoin de ce qu'on appelle l'Eurasie. L'Europe est en train de couler. Voilà, économiquement. exactement. Et donc, on a besoin de tout ce que la Russie et d'autres pays de l'Eurasie peuvent offrir. Et dans le cas de la Russie, Voilà. la Russie ne demande pas mieux. Voilà, exactement. Alors bon, je lisais que hier, je pense que c'est hier, l'ancien président finlandais disait qu'il ferait peut-être temps de commencer à rétablir des contacts avec la Russie. Oui. Évidemment que la Finlande, c'est pas par hasard voilà. qu'elle le dit, puisque on lui a promis monts et merveilles lorsqu'elle a décidé de rejoindre l'OTAN, alors que pendant toute la période de la guerre froide, elle avait eu la sagesse qui lui avait procuré un essor économique absolument... Une sagesse très profitable. Très profitable de pour la rester fin. neutre. Voilà, ce qu'on appelait avec mépris en Europe occidentale, si tu te rappelles, la finlandisation. La finlandisation. Alors que c'était parfaitement compatible avec les intérêts du peuple finlandais, qui en a gagné une période de paix, de prospérité, de croissance, et même de respect international, parce que c'est pas par hasard que les accords d'Helsinki ont été signés à Helsinki. Bon. Eh bien, contrairement à ça, on ne comprend pas évidemment pourquoi les élites finlandaises, comme suédoises d'ailleurs, mais enfin elles étaient déjà alignées sur l'Occident depuis longtemps. C'est une autre affaire. Voilà. Mais au moins les élites finlandaises ont renoncé à ça parce qu'on leur a promis monts et merveilles, moyennant quoi la situation économique de la Finlande est catastrophique aujourd'hui. Donc maintenant, ils commencent à se réveiller. Oui, puisqu'ils ont même précisé que la première des choses à faire, ce serait de lever les sanctions contre les Russes. Mais évidemment. Puisqu'elles se sont révélées non seulement inefficaces, mais totalement contre-productives. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en particulier dans les régions orientales de la Finlande, qui vivaient du commerce avec la Russie. Bon, alors tout ça, c'est révélateur seulement évidemment le poids de la Finlande dans l'Union européenne est assez négligeable, et on voit difficilement parmi les dirigeants européens actuels et ceux qui sont censés être d'opposition poindre un minimum de réalisme et disons d'autocritique par rapport à la politique qui a été soutenue consensuellement par l'immense majorité de ce qu'on appelle la classe politique des différents pays européens. Et bon, alors c'est vrai que dans certains petits pays, on peut à l'occasion avoir affaire à des dirigeants plus originaux, mais évidemment, comme c'est des petits pays, genre Slovaquie ou autres, ça n'a pas beaucoup de poids sur la politique des puissances européennes, qui évidemment les regardent avec un mépris souverain, comme s'ils étaient encore une grande puissance. Donc il y a un problème de blocage psychologique, je pense, dans la classe dirigeante européenne, qui est que les ex-puissances européennes, les dirigeants, les classes dirigeantes des ex-puissances européennes n'arrivent pas à accepter que la puissance de, globalement, ce que fut l'Europe occidentale depuis 2 siècles, s'en est allée. Et que donc, désormais, il faut négocier en position de faiblesse. Et donc, essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper en négociant avec les pays qui, économiquement parlant, là, pour le coup, c'est vraiment l'économie, économiquement parlant, ont quelque chose à offrir en échange
d'une baisse de la voilure, disons, européenne. Alors je parle évidemment de la Russie, je parle évidemment de la Chine, je parle évidemment de l'Iran, parce que ces trois pays ont évidemment, chacun dans leur région respective, des réserves qui pourraient enclencher ce qu'on appelait avant une dynamique vertueuse. Mais pour qu'il y ait une dynamique vertueuse, encore faut-il qu'on ait des gens vertueux au pouvoir, ce qui n'est évidemment pas le cas en Europe occidentale. Évidemment, si nous regardons rationnellement les choses, l'Europe occidentale a tout intérêt à coopérer avec cette masse de pays qui sont à l'Est et qui sont en Asie. À commencer par la Russie. À commencer par la Russie, qui ne demande que ça. Voilà, mais qui a fait toutes les propositions en ce sens. Et qui sait très bien que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, voire jusqu'à Vladivostok, serait extrêmement profitable. Pour tout le monde. D'abord à l'Europe, mais aussi évidemment aux bien Russes, sûr. Oui, et en plus, on nous raconte vraiment n'importe quoi en nous disant que les Russes rêvent de la reconstitution d'une Ukraine qui appartiendrait à la Russie. Non, la Russie ne veut surtout pas que l'Ukraine occidentale, pour l'Ukraine centrale, je ne sais pas trop, mais au moins l'Ukraine occidentale ne fasse partie du même État que la Russie. Enfin, les Russes ne sont pas stupides, ils ont bien compris. Ceux-là vont se débrouiller avec les Polonais. Oui, exactement, les Hongrois, voilà. Ça les risque d'être une partie. Ça risque d'être une partie plaisir. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des craintes, parce qu'on a parlé tout à l'heure des craintes en Pologne. Une des craintes qui existent en Pologne et que les Occidentaux ne mesurent pas, et les Polonais les mesurent plus facilement, d'abord à cause de l'histoire, mais pas que, parce qu'il y a une masse d'Ukrainiens en Pologne, de réfugiés ukrainiens, donc ils sont plus au courant de ce qui se passe en Ukraine quand même. Et on a très peur en Pologne de réseaux terroristes ukrainiens qui se vengeraient en cas de défaite et qui se répandraient partout dans l'Union européenne. Comme ils l'ont fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Notamment au Canada. Voilà, et qui pourraient être très bien manipulés par les États-Unis ou par autres puissances qui ne veulent que du bien à l'Europe, c'est connu. Et donc cette crainte, elle est tout à fait réelle, puisqu'on a affaire à des personnes qui ont un passé criminel, parce que bon, quand on voit le comportement d'Azov sur le front, ces gens-là ont les mêmes comportements que leurs compères de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une connaissance maintenant des armes et de comment on les utilise, les armes, les explosifs, etc. Ils ont le fanatisme qui va avec. Alors si en plus... En plus, ils sont bien intégrés dans tous les réseaux CIA et et compagnie. Voilà, et alors si à ça on rajoute le désespoir d'un affaiblissement ou d'une défaite, on a le cocktail parfait des anciens combattants qui ont donné naissance en Allemagne après 18 au nazisme. En tout cas, ça nous fait une belle réserve d'agents dormants pour la prochaine guerre par procuration. Voilà. Mais pour en revenir, mais ça c'est... Bon, là c'est difficile, on ne peut faire... Non, mais ça fait partie de la crainte. Mais sur des conjectures qu'on peut faire sur le beaucoup plus moyen, voire court terme, et pour en revenir à notre situation franco-française, donc une des manières dont, dans le désespoir pathétique qu'il manifeste par toutes ces entreprises, y compris les plus perfides, consistant sourdement à nous nuire, on ne sait pas encore... Donc, il y a eu, on va terminer là-dessus, puisque ça c'est l'actualité la plus brûlante, si j'ose dire, et celle qui intéresse tout particulièrement le public français, les ingérences russes, les ingérences russes, alors qui ont été immédiatement attribuées aux Russes, révélées par nos services, d'État, j'ai oublié les noms, je les mettrai à l'écran, qui ont alerté successivement Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann. Curieusement, ces trois-là, c'est-à-dire la crème de la vie politique française, le bloc central qui veut prendre qui se partage violemment d'ailleurs, ils se tirent tous dans les pattes l'héritage macronique dans une des perspectives de sinécure nationale politique. Alors ces trois-là, à l'instar de Macron naguère, auraient été soi-disant victimes d'une ingérence russe. Alors je vais montrer les vidéos avec un expert
des experts français sur BFM, hein, où on a à peu près les mêmes sur France Inter. Tu as Rudi Geistadt, les mecs, les spécialistes du complot. Complorama, etc., qui nous expliquent tout ça. Ils n'ont pas le début du commencement de la moindre preuve, à part des pures spéculations. Mais c'est comme les feux de forêt qui sont responsables, pour les Russes sont responsables. Oui, c'est même enfin, bon, ça doit être eux qui ont mis le feu à Fontainebleau, mais bon. Donc, ils nous ont annoncé que, comme par hasard, ces 3 zigotos-là, et pas d'autres. Pourquoi ? Parce que évidemment, ils prennent position dans les élections françaises. Poutine, évidemment, tous les jours, tous les matins, son premier regard, c'est sur les derniers sondages en France. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? C'est une obsession. Oui, il en oublie le reste. Sachant que... Et il mobilise des ressources étonnantes. Tu vas voir la vidéo, c'est assez intéressant. Il y a un spécialiste qui nous explique qu'il a même des esclaves africains maintenant qui se chargent de faire la propagande russe. Par des moyens absolument ignobles, grâce aux nouvelles technologies. Guerre sur le terrain, guerre hybride aussi et informationnelle avec ce nouvel épisode aujourd'hui. L'entourage de Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, a annoncé avoir été visé par une ingérence en provenance de Russie. Vous voyez des fausses unes avec des informations erronées ou diffamantes. Ce sont des faux contenus publiés donc sur les réseaux sociaux qui ont usurpé l'identité visuelle de plusieurs médias français, dont BFM TV, qui a engagé des démarches auprès des plateformes pour obtenir leur retrait, et une action en justice est en cours. Viginum, le service qui est chargé en France de lutter contre les ingérences numériques étrangères, annonce avoir détecté une opération de désinformation imputée une confiance élevée au réseau pro-russe Matryoshka. Sergueï Girnov, quel est ce réseau pro-russe ? Vous savez, c'est pas la première fois qu'on en parle de lui. Il y a je crois qu'il y a 2 ans, ils ont mené aussi une campagne assez importante, parce que ça, c'est leur façon d'agir. Ça veut dire qu'en réalité, ils utilisent les moyens actuels, ça veut dire les moyens, vous savez, avec l'intelligence artificielle et avec tous les logiciels, c'est facile en fait de produire les fausses unes, d'utiliser les vrais logos de médias, les mises en page qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des vrais médias, et donc ils ont déjà, on les a connus déjà par le passé avec cette histoire. Et là, il y a Gabriel Attal, vous l'avez montré, mais il y a aussi Raphaël Glucksmann qui il y a plusieurs effectivement candidats. Il y a plusieurs hommes politiques également. En fait. Donc ça veut dire que la campagne française a commencé déjà pour les Russes. Ça veut dire que les Russes, ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez déjà pendant la première élection d'Emmanuel Macron, il y a eu les ingérences russes. La deuxième réélection, il y a eu les ingérences russes. Et là, c'est déjà la nouvelle campagne électorale de l'année prochaine qui a commencé. Et donc, Gabriel Attal a été la première victime, une des victimes, et ce ne sera pas certainement la dernière. Oui, je souscris à ce que Cyrielle vient de dire sur le fait que d'un point de vue russe, d'un point de vue Kremlin, la campagne a déjà commencé, en fait. Et dès lors qu'un candidat va s'annoncer à la présidentielle, il va être visé. Pourquoi ? À mon avis, d'abord et avant tout, d'un point de vue du Kremlin, pour polariser les opinions et pour absolument cliver les opinions, le pays, et tester, là encore, les capacités des structures régaliennes, vous avez mentionné Viginum, etc., à réagir, à traiter ces différentes formes de désinformation, etc. Donc on est sur un sujet qui va s'accélérer dans le temps et qui, par rapport aux campagnes électorales de 2017, de 2022, etc., va allier une puissance technologique qui n'est plus du tout la même, notamment avec l'IA, où on est ici sur des objets qui sont décuplés. Donc, ils vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus massifs. Romain Gastaldi. Alors, aujourd'hui, je parle de défense, mais j'ai été militant par le passé. Et moi, je me souviens que j'étais bénévole au sein de, à l'époque, la campagne d'Emmanuel Macron. Et j'étais présent le dernier soir de campagne quand il y a eu l'annonce du piratage. Alors, à l'époque, c'était un piratage qui ensuite servait à des bots. Donc, c'était des bots, des intelligences artificielles de l'époque qui permettaient de pousser des contenus. Ensuite, dans les années suivantes, on s'est rendu compte que les Russes sont allés en Afrique. Ils ont recruté des gens et c'est des vrais êtres humains qui postaient des contenus en masse. À chaque fois, Emmanuel Macron a gagné en 2017. On a su contenir un peu en identifiant, en attribuant son travail notamment de Viginum. Et sachant d'ailleurs que, malheureusement d'ailleurs, à peu près tous les partis politiques français, alors là pour le coup, entre guillemets, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont les mêmes positions sur l'Ukraine. Oui. Donc je ne vois pas en quoi Poutine pourrait préférer X ou Y. Mais ça, c'est parce que tu es candide. Tu ne te rends pas compte que, d'abord,
d'abord, Poutine, c'est pas sur des bases rationnelles. Non, mais c'est vrai, il est fou. Il est malade, il est fou et il est méchant. Voilà. Ouais, voilà, bon. Donc, déjà, il faut Oui. partir de ce principe-là. Deuxièmement, il ne faut pas chercher une rationalité quelconque, de la part, du moins, des Russes. Donc, ça peut s'expliquer pourquoi ils ont choisi ces trois-là, en réalité. Donc, parce que vont nous expliquer, justement, notre presse et nos experts, parce que, en fait, il en soutient d'autres. Alors, mais qui? Alors, justement. Mélenchon, c'est difficile. Bah oui, puisque sur l'Ukraine, il a le point de vue consensuel et conformiste. Et le RN, même si le RN est un petit peu plus... Mais comme toute une partie de la droite, le RN est un fidèle soutien, évidemment, des sionistes. L'époque du père antisémite notoire, c'est fini. La fille, désormais, est totalement... Otanisée. Elle est restée antisémite au sens large, au sens étymologique, c'est-à-dire... Oui, mais antisémite et pro-sioniste, ça... Ah oui, d'accord. Les Arabes, maintenant. Ah oui, c'est les Arabes, les mauvais sémites, c'est les Arabes. Voilà, c'est ça, les mauvais, etc. Et elle s'est pas plus rapprochée que Mélenchon des Russes. Ou que le reste de la droite, de Fillon, à qui on voudra de la droite la plus costaud, parce que évidemment toute cette droite-là considère que l'ennemi c'est pas tant le Russe que l'Union européenne, bien sûr, et donc les ennemis de l'Union européenne, puisque soi-disant du point de vue de l'Union européenne, leur ennemi c'est les Russes, donc faisons cause commune, au moins sur ce plan, sur les Russes, y compris nous tous anticommunistes notoires, ex ou toujours fascistes, etc. C'est pas un problème. Alors notre gauche, elle, n'est pas surprise de se retrouver aux côtés de ces gens-là. Oui. Sur le dossier Ukraine, etc. Donc c'est vrai, c'est d'un bout à l'autre du spectre politique. On peut parler vraiment de spectre en l'occurrence. Y compris les ozos de LFI, que ça ne surprend pas. Alors même que dans l'opinion française, on sent quand même que elle commence à être... mais précisément pour ça, mais cette opinion, justement, il s'agit de l'entretenir dans la confusion, et leur expliquer que c'est Netanyahou-Poutine, même combat, et non pas Netanyahou-Zelensky. Oui, voilà, exactement. Alors que c'est évident que évidemment que c'est clair que leur fournisseur commun, leur maître à penser, leur mentor, leur oncle, comme il s'appelle lui-même, c'est l'oncle Sam. Évidemment. Et ceux qui ont intérêt et qui ont justement un seul conflit entre eux, qui est celui de se partager les subsides de ça, et les munitions. Pour aller faire la guerre au Niakoué, aux judéo-bolcheviques et compagnie. Donc on nous explique que pourquoi c'est une ingérence russe, parce que c'est à peu près c'est à partir des mais alors ça des thématiques. Mais ça rappelle l'ingérence russe, si tu te rappelles, qui avait permis entre guillemets à Trump d'accéder au pouvoir à la Maison Blanche. Voilà, c'est là il faudrait que tu rappelles ça. C'est donc on a un Russiagate à la française. Voilà. Il faudrait quand même rappeler comment est né ce Russiagate qui consistait à prétendre que Trump était un agent de Poutine. Et qu'il avait été élu grâce à Poutine, avec l'ingérence. Grâce à Poutine, etc. Et apparemment réélu. Voilà, et alors que évidemment, on a depuis évidemment tous les dossiers, toutes les preuves qui ont permis de montrer que c'était totalement faux, si bien qu'aujourd'hui, Trump poursuit en diffamation tous ceux qui... Enfin, et gagne sur cette affaire. Oui, parce que sur ce dossier-là, il est totalement blanc. Et même Trump arrive à les saquer tellement c'est con. Voilà. Nous en France, on a toujours un train de retard. On prend le mais si tu as remarqué que notre classe politique depuis longtemps, surtout celle style 4ème République rénovée, là, ce qu'on nous prépare. Quand tu dis rénové, j'aurais plutôt entre guillemets. Voilà. C'était pas brillant la 4ème République. Non, c'est vrai. Mais il y avait quand même un appareil d'État qui fonctionnait. Oui. Et puis il y avait quand même à l'intérieur de ça, il y avait quand même deux piliers qui essayaient quand même de surnager, qui étaient les gaullistes et les communistes.
communistes. Exactement. Enfin, il y avait De Gaulle et il y avait les communistes. PCF, oui. Mais, donc, comme selon le vœu pieux de Cohn-Bendit, le gaulo-communisme, c'est fini. Et comme disait De Gaulle, entre les deux, comme il n'y avait rien, on a cette espèce de rien qui donc se préoccupe beaucoup de l'ingérence russe dans ces prochaines élections. Parce qu'ils n'ont pas de programme, donc il faut bien qu'ils occupent le terrain. Et puis surtout, il faut qu'on nous explique en quoi les Russes nous menacent. Ils menacent notre bloc central. Oui, alors, d'un côté, on nous dit que la Russie est à la veille de s'effondrer. C'est ça. Mais d'un autre côté, voilà. l'armée russe est pratiquement aux portes du périphérique. C'est ça, la même chose. Et puisque les Russes puisque Poutine est désespéré, je me demande de quoi on s'inquiète, d'une part. Oui, voilà. Qui on a gagné. Et puis, puisqu'ils sont tellement lamentables dans leur manipulation, dans leurs ingérences politiques, parce qu'il faut voir les ingérences en question, c'est vrai que c'est de la nouille intégrale. Oui. C'est du niveau des trucs de jeux vidéo, là, des sites de jeux vidéo pour débiles légers, ados pas finis, prépubères, là, mais qui ont parfois 50 ou 60 ans. Oui, donc c'est à peu près... alors apparemment, ça les préoccupe beaucoup. C'est vrai que c'est pas... Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça peut nous donner, ça, dans la perspective, là? On se demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans la perspective d'une catastrophe géopolitique que serait pour eux l'effondrement annoncé de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ce que je crains, c'est tout simplement en 2027? Non, je crains tout simplement qu'on aille vers un État de plus en plus répressif. Parce que c'est finalement la seule chose qu'ils peuvent faire. On le voit déjà dans d'autres pays, comme en Angleterre ou en Allemagne, où on arrête pour un rien, sous des prétextes complètement... Mais ils n'ont même plus les moyens d'avoir un appareil répressif. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. C'est ce qui les rend de plus en plus laxistes de tous les côtés. Alors ils expliquent ça... Oui, mais enfin, ils ont quand même réussi à quand même atteindre des personnes comme Jacques Beau, Xavier Moreau, etc., au portefeuille. Mais bon. Mais ça, c'est pas les Français. C'est l'Europe. Oui, mais enfin, c'est passé quand même, l'initiative venait de notre cher ministre des Affaires étrangères. Certes, mais c'est par un biais de l'Occident collectif. Oui, mais c'est pour ça que l'Europe existe. C'est que ça leur permet d'utiliser cet outil parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir eux-mêmes des outils. Voilà à quoi sert l'Union européenne. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs que la répression se passera par Bruxelles. Voilà, tout ce qui va rester à cette bureaucratie complètement parasitaire et non faillie et qui nous entraîne dans un désastre sans précédent, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est des moyens de répression. Et de répression, oui, qui passent par Bruxelles. Qui sont extra-nationaux. Oui, c'est ça. Et donc non contrôlables, non redevables devant personne. Et dont les victimes, sans appareil de justice. Dont les victimes, ou en tout cas les présumés coupables, n'ont absolument aucun moyen de se défendre, ni de trouver des solutions aux situations invivables dans lesquelles on les a plongés. On les plonge. Tout à fait. Et c'est là où c'est absolument scandaleux. Et c'est là où, évidemment, le citoyen qui est plus ou moins au courant de ça, c'est pas la majorité malheureusement, ne peut plus croire dans le fameux état de droit, parce qu'on nous en avait parlé, de cet état de droit pendant des décennies, etc. Et là, quand on nous dit que c'est la démocratie face à l'autocratie russe, quand on a des cas comme ça... C'est nos valeurs. Oui, alors les valeurs aussi qu'on a jamais réussi à définir. Qu'on défend, nos valeurs, c'est nos valeurs. Les valeurs en bourse. Que défendent les nazis ukrainiens. Oui, voilà, c'est ça. Les sionistes à Gaza. Voilà. Et puis les valeurs cotées en bourse, mais celles-là vont pas non plus très bien. Les bombardements d'écoles de petites filles en Iran. C'est oui, c'est ça. Oui, voilà, nos valeurs. Et puis Gaza, quand même, parce que c'est quand même nos nos armes. Non, mais je veux dire, c'est un package. Exactement. C'est ce que j'appelle la convergence des luttes. Voilà. Et ce qu'il faut on va peut-être conclure, enfin je te laisse conclure, mais mon sentiment, c'est que, et surtout la raison pour laquelle je t'ai demandé de nous apporter tous ces éclaircissements, c'est que une bonne partie du public, y compris de gauche, y compris de prétendument marxistes, y compris prétendument communistes, y compris extrême gauche la plus radicale, n'a pas compris que c'était nous qui étions les victimes potentielles. Qui sommes actuellement les soutiens éventuellement
inconscients ou malgré eux, par bêtise surtout et ignorance, de ce qu'ils sont supposés combattre, l'injustice, l'exploitation, les massacres les plus abominables qu'on ait. Mais il y a aussi tout le problème, évidemment, alors, des médias français alors je n'idéalise pas les autres, mais si on connaît l'anglais, on peut accéder à des informations, des débats, des discussions. C'est l'exception culturelle française, c'est l'expression de la nullité et vacuité insipide de son appareil idéologique, singulièrement médiatique. Mais ça, comment dirais-je, c'est vrai que c'est ça dont ils se rendent pas compte, parce que alors maintenant c'est plus facile puisque la plupart des vidéos YouTube commencent à être doublées automatiquement c'est plus facile. Et de manière à peu près correcte et compréhensible, donc ça devient plus facile de diffuser ça. J'espère que ça va leur permettre de comprendre. Il faut encore qu'ils aient envie de chercher, mais bon. C'est-à-dire qu'avant ils sont surtout assez paresseux, y compris intellectuellement, mais là ils vont s'apercevoir que malheureusement les illusions, les 12 illusions... la situation économique va... Le retour du réel, à un moment, va frapper. Oui, et puis surtout, ils vont s'apercevoir qu'on a beaucoup de retard, y compris par rapport aux Américains. Oui, non, mais tout à fait. Aux États-Unis, il y a une effervescence, y compris... Là, ce qui est le plus frappant à propos du sionisme, c'est que la plupart de ces sites américains qui combattent cette espèce de nouvelle convergence impérialo-sioniste sont pratiquement tous juifs. Oui, mais parce que la communauté juive américaine, et en particulier la jeunesse juive américaine, décroche de toute cette, de tout ce lobbying sioniste. Alors qu'ici, des gens qui sont d'ailleurs même pas du tout juifs ni impliqués là-dedans directement, mais uniquement par intérêt que je qualifie mal compris d'ailleurs, intérêt matériel, bon ils ont le droit, mais tiennent leur sinécure de leur allégeance à ce truc-là et s'accrochent aux branches. Aujourd'hui, alors que tout s'effondre autour d'eux, alors que même aux États-Unis, le retournement est décisif. Mais j'ai même envie de dire en particulier aux États-Unis. Parce que sur ce plan-là, on peut évidemment être très critique sur la société américaine ou tout ce qu'on veut, et à juste titre très souvent, mais il y a quand même toujours eu aux États-Unis une couche intellectuelle extrêmement critique et vitale et vivace, et ce qui aujourd'hui apparaît, c'est qu'on voit une jeune génération émerger avec un esprit critique. Alors évidemment, ils ont vu l'effondrement des États-Unis, du système social américain, etc., qui les a peut-être poussés à comprendre plus tôt que nous, parce que nous, on a encore l'illusion, n'est-ce pas, qu'on a un modèle social européen. Et puis, comme on suit toutes les modes américaines avec 2 ans de retard, 2 ans, il nous faut 2 ans pour nous apercevoir que c'est déjà plus du tout de mode. Voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Donc, effectivement, mais c'est aussi ce qui explique que même en Angleterre, parce qu'évidemment, comme c'est la même langue, on a une opinion anglaise qui est sans doute minoritaire encore, mais enfin, une frange de l'opinion anglaise qui est mobilisée. À commencer par ils sont certes peu nombreux, mais très actifs, y compris sur ce qu'on appelle les réseaux et Internet, des marxistes anglais, autrement plus formés, consistants que la bande de courges qui se prétendent marxistes francophones. C'est vrai. C'est assez frappant. Et même, et là, c'est juste une conclusion, je montrerai des images, je viens de récupérer, de voir un formidable documentaire qu'il avait publié il y a déjà plusieurs mois de Max Blumenthal, où il a fait une longue enquête sur les Juifs en Iran. Je ne sais pas si tu as vu ce reportage. J'ai pas vu, non, mais oui, c'est intéressant. Oui, parce qu'il était en Iran. C'est exceptionnel. Lui-même étant juif, évidemment, et donc il ça, j'ai pas vu, non, c'est étonnant, et c'est pas demain la veille qu'on verra la bande d'investigateurs comment ils appellent ça, leur
leur cellule investigation, là, des journalistes français, nous pondent un truc comme ça. Non, mais personne, tu auras remarqué, n'a réagi quand Israël a bombardé la synagogue de Téhéran. Oui. Tous ceux qui crient à l'antisémitisme à tort et à travers, on peut détruire une synagogue. Alors, il y a un autre sujet dont on parlera, dont on a beaucoup parlé chez Tropique, mais on en reparlera. Pour l'instant, évidemment, en France, plus personne n'en parle parce que la situation est plus que merdique pour notre pouvoir ex-France-africain. C'est l'Afrique, et où il se passe énormément de choses. Pas favorables à la France. Et pas du tout, et c'est pour ça qu'on en parle très peu, et où il y a, là aussi, y compris dans des pays tout à fait, anglophones, c'est ça qui est impressionnant, Nigérian, je t'ai montré Ghana, Nigeria, une prise de conscience autonome des intérêts des ex-colonisés, et on voit bien de quel côté ils sont tous. Hein. Mais au Kenya, on a un très fort parti communiste qui mène la lutte là-bas, enfin des choses qu'on n'aurait pas. Le Kenya, en plus, c'est une Kenya ou Mozambique, toute l'Afrique de l'Est, c'est un cas différent de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes surtout sensibles pour des raisons évidentes de passé, qui est notre actualité aujourd'hui, y compris dans la France cosmopolite d'aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest ou équatoriale. Et c'est tout à fait étonnant de voir que appelons ça un déclin, même bien que le mot soit maintenant un petit peu piégé, la catastrophique échec de la politique française pratiquement depuis, il est vrai, Mitterrand ou voire Giscard en Afrique donne les époustouflants résultats que l'on sait. Oui, mais avec une jeunesse africaine et des intellectuels africains qui montrent d'une vitalité intellectuelle. Et c'est ça que je veux dire, y compris sur Internet, et là aussi c'est frappant parce que c'est souvent des sites anglophones africains. Et le plus marrant, c'est que ce qu'ont bien compris les immondes suppôts de Poutine de RT International, puisqu'ils ont monté une chaîne d'infos qui est en fait un RT en français, mais spécifiquement destiné aux pays d'Afrique de l'Ouest, en français, et où... le personnel est africain. Et le personnel, enfin, les speakerines, on va dire, et sans doute pas mal des journalistes aussi, mais enfin, on voit très bien que il y a la main de Moscou derrière tout ça, dans la mise en page. Mais intelligemment. Très efficacement. C'est pas France 24. C'est loin de France 24, sans parler des autres, et c'est tout à fait étonnant de voir comment, quand on regarde cette chaîne d'infos, qui pour l'instant n'a pas été censurée par nos parangons de liberté français, permet, je vais mettre les liens, etc., je conseille de regarder ça. Alors évidemment, notre complorama, là... l'inénarrable Rudi Reichstag et ses condisciples, toute cette bande de crétins qui d'ailleurs fabriquent le complot, puisque... oui, évidemment, ils vivent de ça. C'est-à-dire, évidemment, qui parle de Russia Gate, de complot Poutine, et ils traitent les autres de complotistes. Hein. C'est ça qui est quand même assez paradoxal, pour ne pas dire plus. Alors donc, là, on a surtout une information claire, extrêmement bien documentée et expliquée, et qui correspond à la réalité que vivent les Africains eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et c'est ça la différence. Et ils peuvent voir que c'est bien ça qui se passe, et qu'on leur dit la réalité de ce qui se passe chez eux et de ce que fabriquent leurs dirigeants. Donc, et quant aux analyses géopolitiques fines, je te dis, il y a des... donc j'en parle, je couperai l'essentiel de ce que je dis, mais je le montrerai à l'écran. Je t'ai donné quelques exemples. Il y a mais en français, le seul qui fasse un bon travail pour l'Afrique de l'Ouest francophone et les pays francophones, c'est RT, RT Africa. sous le logo de Africa 24. Et sinon, rien, à part évidemment les chaînes locales, burkinabé, nigérianes et autres. Et comme il se passe beaucoup de choses en Afrique, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, nous allons nous y intéresser prochainement. Oui, mais c'est aussi pour ça que, comme ça se passait mal en Afrique de l'Ouest, Macron a eu l'idée d'organiser le sommet franco-africain à Nairobi. Oui, ce qui est quand même une incongruité. Voilà, et qui n'a pas eu une... non, évidemment. Ça n'a pas été un grand succès. Non, mais enfin, ça montre à quel point, quand on est à court d'idées
au lieu d'essayer de colmater les brèches, on court à autre chose. Et cette autre chose, évidemment, ne peut pas marcher. On fait surtout n'importe quoi. To our dumping sites, destroy our environment, open air burning, air pollution, and our beaches are dirty. So then... Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that, super inspired, coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest... Un total manque de respect. Voilà une vidéo qui a fait le tour du monde, visionnée des millions de fois, largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Oui, une séquence devenue virale. D'ailleurs, la manière dont le président Emmanuel Macron a réclamé le silence a immédiatement déclenché une vague de critiques. Je vous partage quelques commentaires lus sur X. Quand Macron crie sur des foules africaines avec ce ton paternaliste, beaucoup applaudissent et prennent ça pour de la fermeté. Pour moi, ça rappelle certaines méthodes coloniales, parler à des peuples entiers comme à des enfants qu'il faudrait remettre à leur place. Cet internaute qui est persuadé que cette séquence n'aurait jamais eu lieu sur un autre continent. Emmanuel Macron a le réflexe du blanc en Afrique. Il est paternaliste et donneur de leçons. S'il avait été en Chine ou aux États-Unis, il serait resté sur son fauteuil. Ouais. Oui, voilà. Parce que là, quand même, je lance ce truc-là parce que j'ai oublié d'en parler, c'est un point important. Il faut se rendre compte que du fait que nous avons, dû aux 10 années de Gaulo communiste, nous avions fait des choix stratégiques sur à la fois l'armement, ça nous a donné la force de dissuasion, l'industrie, l'énergie, différents des Allemands, radicalement différents, on peut dire, des Allemands. Surtout, ce que les Français ne se sont pas rendus compte, c'est que les sanctions et la coupure des relations économiques avec ce qu'on appelait jadis l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Russie, ont eu des résultats absolument catastrophiques en Allemagne, dont on a... nous, ça a été considérablement amorti parce qu'on est beaucoup moins, on l'est, mais beaucoup moins que les Allemands dépendant du gaz, parce que notre économie dépend beaucoup moins de la production industrielle, qui elle-même dépend des sources d'énergie, etc., etc. Ce qui explique que, mais ça on consacrera peut-être une vidéo spécialement à ça. Actuellement, les gens se demandent pourquoi l'AfD monte. L'extrême droite monte partout, ce qui qualifie d'extrême droite. Moi, je la différencie difficilement de la droite classique française, bourgeoise française. L'extrême droite actuelle, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Enfin, l'extrême droite et l'extrême centre se rencontrent. C'est quand même, voilà. Et donc, ils se demandent, ou ils pourraient être surpris, parce qu'effectivement, bien que les résultats soient les mêmes, c'est-à-dire, et même bien plus avancés en France, puisque quand même Marine Le Pen figure comme ultra favori, plus que présidentiable. En Allemagne, ça monte, mais surtout, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la fin du chancelier Merkel, Hertz, qui est quand même carabiné dans son genre. Et qu'on nous avait présenté comme le sauveur archéo-nazi. Mais il faut comprendre, ce que le public français ne peut pas mesurer, c'est que nous, on n'a pas l'excuse, entre guillemets, des Allemands, d'avoir toute notre économie, y compris sociale, qui s'effondre. Actuellement, c'est une catastrophe en Allemagne. En France, comme on avait vu qu'on a détruit notre industrie depuis longtemps, que contrairement aux Allemands, on a vécu sur le confort de notre empire colonial, ce que n'avaient pas les Allemands. Enfin, on pourrait multiplier les explications. Et néanmoins, le beau travail des adversaires de l'extrême droite, là, de containment, de faire barrage on voit le résultat, ce qui devrait les amener à se poser quelques questions sur la théorie de leur mouvement, pour parler comme Lénine. Là-dessus, je te remercie. Les applaudissements se seront transmis par Internet. Voilà. En fait, je pense que le sujet principal... For you. In fact, coming up next up.